Bonjour tout le monde, hein, et merci Christian, merci Patrice aussi. Ça se peut que je remarche un peu dans les traces de Patrice qui nous a fait un macro-exposé de la situation, mais on va essayer justement de comprendre plus dans le détail la pensée de ces fameux Tories dont on parle depuis tantôt. Qu'est-ce que ça mange en hiver un Tory? Alors, puisque vous êtes ici, je présume que vous étiez tous au courant que le Parlement avait été brûlé en 1949. Je prends ça pour acquis. Et puisque vous avez entendu Patrice, je prends pour acquis que vous savez qui a fait ça et pourquoi. Ah. Qui a fait ça? Ce sont ceux qu'on appelle les Tories, donc essentiellement des anglophones d'allégeance conservatrice. Et pourquoi? C'est en réaction à la loi d'indemnisation. Alors, la loi d'indemnisation, c'est une loi qui vise à verser des réparations, des compensations pour les personnes qui ont été victimes de la répression britannique en 1937-1938. Alors, si les Britanniques ont brûlé votre maison, que vous prouvez que vous n'étiez pas un patriote, vous pouviez essayer d'avoir des réparations. Il y avait eu d'ailleurs une loi d'indemnisation dans le Haut-Canada qui avait passé sans trop de problèmes, mais celle du Bas-Canada, ça va être autre chose. Donc, nos Tories ne se sont pas contentés de brûler le Parlement, ils ont aussi attaqué directement la figure de l'Empire britannique, Lord Elgin, le gouverneur. Et c'est là qu'il y a une espèce de paradoxe. Ordinairement, les Tories, ce sont les défenseurs les plus acharnés de la loyauté britannique, de la reine, de la couronne, et ce sont eux qui, en 1949, attaquent les institutions et le représentant de la reine d'Angleterre. D'où mon titre des rebelles Tories, c'est comme contre nature. Pour vous résumer tout ça, hein, je ne vous fais pas languir à la fin, mais pour vous résumer un peu comment moi j'interprète la pensée des Tories et qui explique ce paradoxe, je vais vous citer le Montreal Herald, qui était un journal Tory de Montréal. C'est tout traduit. Alors, même les plus ardents admirateurs des institutions monarchiques préféreront n'importe quelle forme de gouvernement sous des dirigeants ayant du sang anglais qu'une connexion nominale à la Grande-Bretagne sous le despotisme irresponsable de démocrates français. C'est un passage qui a été publié en 1835. Alors, c'est 14 ans avant les événements qu'on a décrits. Mais au final, de 1935 à 1949, c'est le même mode de pensée. D'ailleurs, je vous ai imprimé avant-hier la publication de la Montreal Gazette du 25 avril, qui, justement, a mis le feu au Parlement hier soir. Et je vous le cite directement. « La fin a commencé. Anglo-saxons, vous devez vivre pour l'avenir. Votre sang et votre race seront désormais votre loi suprême. Si vous êtes vrai à vous-même, vous serez anglais. Dussiez-vous n'être plus britannique. Au combat, c'est votre temps. » Et on sait que c'est ça qui a ensuite assemblé les gens vers l'émeute. La Montreal Gazette présentait Lord Elgin comme étant le dernier gouverneur britannique que connaîtrait le Canada et donc incitait tout le monde à résister. Allons plus loin maintenant. Essayons de mieux comprendre ces Tories montréalais avec un petit jeu qui est à savoir ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont pas. D'abord, il faut le spécifier, hein, les Tories ne sont pas tous les anglophones. Hein, tous les anglophones de Montréal ne sont pas
des Tories, même si eux-mêmes se projettent comme tels. Il y a une diversité d'idées parmi les anglophones. Ensuite, les Tories, eux-mêmes, ne se décrivaient pas, ne se nommaient pas Tories. Alors, c'est une étiquette qui leur était collée dessus par leurs adversaires. Donc ça, c'est important à comprendre. Ils ne se voyaient pas comme des Tories. Alors, regardons un peu, c'est quoi ce mot de Tories-là? Essentiellement, ça vient du 17e siècle. C'est une très drôle d'histoire, mais je n'ai pas le temps. Alors, on va se concentrer au 19e. Les Tories, ce sont essentiellement des conservateurs en Angleterre qui appartiennent à l'aristocratie, qui sont anglicans, qui s'opposent aux réformes parlementaires et qui sont généralement plus intolérants envers les autres cultes religieux, que ce soit les autres cultes protestants ou le catholicisme. Si vous regardez les Tories du Bas-Canada, ce n'est pas vraiment cette description. Il y a beaucoup parmi les Tories qui sont des Écossais, des presbytériens, des gens qui n'ont aucun lien avec l'aristocratie anglicane, qui sont beaucoup plus dans le commerce que dans l'aristocratie, des gens qui ne sont pas pour tout le monde, il y a toujours des exceptions, mais qui ne sont pas les plus intolérants d'un point de vue religieux. Ce n'est pas ça leur combat vraiment. À la rigueur, les Tories du Bas-Canada se considèrent comme des conservateurs. Ils acceptent le terme, mais plus souvent ou plus simplement, ils se voient comme des citoyens éclairés, instruits, favorables au progrès économique et au commerce. Et finalement, la plupart des historiens qui ont étudié vraiment en profondeur les Tories, que ce soit François Deschamps qu'on a cité tantôt, mais moi, je vois ça chez Michel Ducharme, chez Renaud Séguin, chez John Turing, qui est un historien britannique, et moi aussi, je suis d'accord avec eux, il y a une forme de pensée libérale dans le tourisme du Bas-Canada. Alors attention, ce n'est pas n'importe quel libéralisme, ce n'est pas le même que celui des réformismes. C'est un libéralisme plus conservateur qui regarde vers le 17e siècle et vers la grande révolution anglaise qui a permis l'avènement des Rights of the Englishmen, les droits des hommes anglais. Donc, un libéralisme très économique, aussi très centré sur la propriété, qui valorise beaucoup la vie associative. C'est-à-dire, on veut que les citoyens s'organisent un peu eux-mêmes sans ingérence nuisible de l'État. Ces associations extra-parlementaires, ça peut être l'Ordre d'Orange, par exemple, qui est partout dans l'Empire, qui est une association protestante. Il y a aussi la franc-maçonnerie, beaucoup d'orangistes qui sont aussi membres de la franc-maçonnerie, et des groupes paramilitaires, comme le Doric Club. Dans cet esprit, je pense qu'il faut aussi distinguer les Tories et l'État colonial. Alors, d'un côté, je dis, c'est très évident, dans les années 1830, il y a plein de Tories dans la magistrature, ils ont des très bons liens avec l'État-major, ils sont présents dans les conseils exécutifs et législatifs. Alors, ils ne sont pas étrangers à l'État. Mais en même temps, pour eux, l'État, c'est bon tant que ça leur sert. Par exemple, les Tories vont s'opposer à ce qu'on instaure une police neutre et professionnelle à Montréal. Pourquoi? Parce que ça viendrait finalement leur retirer ce contrôle qu'ils ont sur la société via les organisations et les associations extra-parlementaires. Si l'appartenance à l'Empire britannique était jugée très précieuse, c'était dans la mesure où elle leur donne un contrôle social. C'est donc une loyauté conditionnelle ou contractuelle, si vous voulez, qui était certes attachée au régime britannique, au régime mixte parlementaire, à la couronne,
mais je pense que c'était vraiment avant tout un sentiment nationaliste. En général, les Tories du Bas-Canada, ils se représentent d'abord et avant tout comme les membres d'une race supérieure, la race des Anglo-Saxons, et ils se sentent menacés, ils se sentent entourés par une population différente qui est barbare, un peu arriérée, despotique, ignorante, les Canadiens français. Et donc, toute politique de conciliation entre l'Angleterre ou son gouverneur et les Canadiens français est jugée irrecevable. C'est pourquoi il faut bien distinguer l'administration coloniale et les Tories de l'autre. D'ailleurs, Lord Durham lui-même faisait un peu cette distinction dans son rapport de 1939 que je vais citer. Si la mère patrie oublie ce qui est dû aux hommes loyaux et entreprenants de leur race, alors ça, ce sont les Tories, des gens loyaux et entreprenants, les Anglais se disent qu'ils devront se protéger eux-mêmes et que le Bas-Canada doit être anglais, au risque, s'il est nécessaire, de ne pas être britannique. C'est exactement les mêmes mots qu'en 1949. Donc, à première vue, l'acte d'union qui a lieu et l'échec des rébellions, ce sont des victoires pour les Tories, à première vue. Mais comme Christian l'a montré, le scénario ne s'est pas forcément conclu comme il l'aurait voulu. En effet, dans les années 40, plusieurs événements font l'effet d'une douche froide sur les Tories. D'abord, le premier ministère réformiste en 42-43, la fin du système de protection commerciale de l'Angleterre entre 1946 et 1949, ajouter le retour des réformistes en 1948, qui a notamment pour conséquence la tolérance du français au Parlement, une refonte de la loi électorale qui est jugée préjudiciable pour les circonscriptions anglophones, et enfin la loi d'indemnisation dont on parlait tantôt. Ces événements donnent aux Tories le sentiment que les rebelles d'autrefois sont maintenant aux commandes de l'État. Pour eux, les patriotes et les réformistes, c'est la même chose. Ce sont des rebelles, ce sont des traîtres, ce sont des gens dangereux. Et ils ont finalement réussi à s'approprier l'union à leur avantage. De là naît un sentiment de révolte dirigé contre ce qu'ils appellent, et on l'avait cité tantôt, la French Domination, ou qu'on peut appeler la domination par les Français, un sentiment qui est aussi présent chez les Tories du Haut-Canada, dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais en 1949, il y a des émeutes surtout à Montréal, mais il y en a aussi dans le Haut-Canada. Il y a des émeutes Tories dans le Haut-Canada. Il y a même des accrochages ailleurs dans le Bas-Canada. Et donc, vraiment, le sentiment contre la French Domination, il va d'ailleurs perdurer dans le temps après tout ça. Par contre, les émeutes n'ont pas fait forcément l'unanimité chez les Tories. Surtout une fois que les événements ont eu lieu, une fois qu'on se rend compte que tout ça mène un peu à rien et que la tension monte, les élites Tories mettent un peu la pédale sur le frein. On va essayer de se dissocier des excès commis par la foule. La foule en a fait plus qu'on leur a demandé. Mais tout ça est un peu acrobatique. On va dire que finalement, l'incendie du Parlement, dans le Montreal Witness, on dit que c'est un signe providentiel, c'est pour montrer vraiment que la French Domination est mauvaise. Et on accuse les réformistes d'être les vrais responsables. Ils n'auraient pas dû faire la loi d'indemnisation, ce qui nous ramène à la caricature du Punch où La Fontaine met le feu au Parlement avec son Rebellion Bill, qui est
loin d'indemnisation. Et on note un peu voilà, le paradoxe où on montre que finalement, ce ne sont pas les Tories qui se sont rebellés, ils se sont simplement rebellés contre des rebelles. Donc, finalement, c'est de la loyauté. D'ailleurs, selon un journal Tory, les francophones n'ont pas perdu grand-chose avec ça. Les 20 000 ouvrages qui ont brûlé, c'est triste, mais ce ne sont pas les Canadiens français qui devraient s'en plaindre parce que, comme dit le journal Tories, les Canadiens français ne savent pas lire de toute façon. Donc, voilà, moi, je trouve que c'est une belle mentalité. Voilà, j'ai l'impression d'être grandi. En Angleterre, les violences de 1849, d'ailleurs, sont perçues assez négativement. Oui, il y a des Tories en Angleterre qui essaient un peu de déménager, mais majoritairement, les journaux, les députés britanniques, surtout les Whigs, trouvent que l'Empire ne devrait pas se laisser intimider par quelques Tories coloniaux enragés, qui d'ailleurs n'ont même pas eu le courage qu'ont eu les patriotes à l'époque de se mesurer aux troupes britanniques. À la place, ils ont attaqué des livres. Bon, c'est plus facile à faire, mais aux yeux, finalement, des Britanniques, ce sont des lâches. Et ça alimente la rupture du lien de confiance entre notre minorité Tory du Bas-Canada et l'Angleterre. Cette rupture du lien de confiance, en tout cas rupture partielle certainement, alimente le débat sur l'annexion aux États-Unis en 49-50, sur lequel je pourrais revenir d'ailleurs, parce que s'il y en a qui étaient là à l'IAF cet automne, j'en ai parlé, et ça fait partie du jeu. Mais éventuellement, les Tories, bon, une fois qu'on a fait beaucoup de grabuge, il faut rentrer dans le rang. Si ce n'est pas l'annexion aux États-Unis, ça veut dire qu'on reste dans le Canada, donc on doit s'acclimater au nouveau régime, on doit s'acclimater à la nouvelle réalité. Et le poids politique des Tories du Bas-Canada ne va pas disparaître. Ce n'est pas du tout. Leur poids économique est encore très fort. Mais leur poids politique est un peu compromis. Et dans les années 50, ce sont plutôt les conservateurs du Haut-Canada qui vont prendre le leadership tranquillement et qui vont vouloir, eux, s'associer avec des Canadiens français, qui vont dire la route vers le pouvoir, c'est une réconciliation. Et en 1954, on a cette alliance entre les Tories du Haut-Canada et les réformistes du Bas-Canada. Et selon moi, c'est en 1954, finalement, qu'on clôt la parenthèse de cette longue saga de crise politique qui avait commencé au début du siècle. Et comme on le sait, finalement, l'alliance conservatrice de 1954, c'est ce qui permet plus tard la Confédération, etc. Donc, finalement, le fait que les Tories du Bas-Canada se sont un peu peinturés dans un coin, ça a permis à d'autres groupes de prendre les devants. Et les Tories ont dû s'acclimater. Et là, je pense que je vais arrêter là-dessus. De toute façon, vous poserez vos questions. Et j'espère que, voilà, vous avez un peu pu mieux comprendre cette pensée des Tories qui est complexe, qui est nuancée, qui est diverse, qui est facile à caricaturer. Et voilà, c'est tout.